Bienvenue à la session scientifique du département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. La session se veut bilingue. Vous êtes invité à poser vos questions dans la langue de votre choix. Bonne session. Cette présentation sera enregistrée et disponible sur la chaîne YouTube du département de médecine familiale. En poursuivant la session, vous consentez à être enregistré si votre caméra ou microphone est activé. This session is being recorded and will be posted on the Department of Family Medicine YouTube channel. By continuing the session, you are consenting to be recorded if your camera or microphone is activated. Nous sommes réunis aujourd'hui à partir de nombreux endroits différents et dans un espace virtuel. Mais nous désirons commencer par reconnaître les terres sur lesquelles se trouve le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, qui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Nous vous invitons à réfléchir à votre propre emplacement au Canada par rapport au territoire où vous vous trouvez aujourd'hui. Nous reconnaissons aussi les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nimanajiananig, mamiwinini anishnabeg, ogo ka nagadawabandajig, iyo aki ekoweshkad, akonongum egawikad ki migiwewaj. Nimanajiananig kakina anishnabeg undaje kaye ogog kakina eniagizijig, enikukamigak kanadang eje udapinagig endawajin udawang. We are gathered today from many different locations and in a virtual space, but we wish to begin by recognizing the land on which the Department of Family Medicine at the University of Ottawa is located, which is part of the traditional unceded territory of the Anishinaabe Algonquin people. We invite you to think about your own location in Canada in relation to the territory where you find yourself today. We also acknowledge the traditional knowledge keepers, both young and old, and we honor their courageous leaders, past, present, and future. Bonjour, bienvenue. Hello and welcome to Family Medicine Grand Rounds, the May edition. My name is Doug Archibald, and I am the Director of Research and Innovation for the Department of Family Medicine. And I'll be today's moderator, and we have three great speakers lined up. We'll get started. And the first speaker is going to be Dr. Stefan de Laplante and also Pierre-Marc Dion. Stefan obtained his doctorate of medicine and completed his residency in family medicine at the University of Ottawa. He's been a member of the College of Family Physicians of Canada since 2013. And is currently an assistant professor with the Department of Family Medicine at the University of Ottawa. He's an active member of the Francophone Affairs at the Faculty of Medicine here at the University of Ottawa. And he works at the Montfort Academic Family Health Team. He's a preceptor for undergrad and postgrad family medicine students and residents, as well as co-director of the Montfort Site Family Medicine Residency Program. His research interests include medical education, and his clinical interests include 2 SLGBTQ+ health and geriatrics and mental health. Pierre-Marc Dion is a third-year medical student at the University of Ottawa and serves in the Canadian Armed Forces. He has over 10 years of experience as a registered nurse in emergency, critical care, and flight nursing. Since 2016, Pierre-Marc has also been a simulation instructor at the Institut de Savoir Montfort, teaching advanced resuscitation courses to physicians and to other healthcare providers. His research interests include trauma, resuscitation, and medical education. His current research aims to improve trauma and emergency care delivery in pre-hospital, remote, and austere settings. So I will turn things over to Stefan and Pierre-Marc. Thank you. Merci beaucoup. So Pierre-Marc is going to share our presentation. Donc, on va commencer ce matin. Bienvenue. Merci beaucoup d'être ici. Moi, c'est Stefan de Laplante de Montfort, puis Pierre-Marc est avec nous aussi ce matin. On s'est penché un peu sur la question d'une formation en échographie ciblée pour les résidents francophones en médecine familiale.
C'est un sujet qui est quand même de plus en plus pertinent dans le domaine de la médecine familiale, tant en milieu hospitalier qu'en cabinet, au chevet du patient aussi. Alors, l'échographie ciblée ou le fameux Focused Point of Care Ultrasound. On n'a aucun conflit d'intérêt. On a reçu quand même un appui financier de l'AMUM et on tient spécifiquement à les remercier ainsi que l'ISM et l'Hôpital Montfort. On se penche vraiment sur le développement, la mise en œuvre et l'évaluation d'une formation d'échographie ciblée qui est quand même conçue spécifiquement pour notre population de résidents de médecine familiale francophone à l'hôpital. Nous avons d'autres co-auteurs aussi, dans le fond, Dr. Michael Labonté, qui est une R2 à Montfort, Natacha Guérard-Poirier, R2 aussi à Montfort, Hussein Said, un collègue de Pierre-Marc dans la cohorte de 3e année, Dr. Chagnon, Nicolas, Dr. Mélanie Lemay et tout, Miss Iriane, qui sont urgentologues internistes à Montfort pour avoir participé au projet. Alors, je vais tendre la parole à Pierre-Marc ce matin pour débuter. Puis, on va se rejoindre dans quelques secondes. Donc, un peu comme Dr. Laplante vient de dire, l'échographie ciblée devient un outil diagnostique indispensable en médecine familiale, offrant des capacités d'imagerie en temps réel au chevet du patient. Des études récentes ont démontré que son utilisation en soins primaires est en augmentation, ce qui souligne son importance croissante. De plus, il a été démontré que les médecins de famille peuvent devenir compétents dans l'utilisation du POCUS ou l'échographie ciblée avec une formation assez limitée, rendant cette compétence particulièrement attrayante. Cependant, l'adoption généralisée de cette technique rencontre plusieurs obstacles, notamment l'absence de formation standardisée en médecine familiale. Un sondage au Canada a relevé que seulement 21% des programmes de résidence en médecine familiale intègrent un curriculum de POCUS, mettant en lumière une lacune significative dans le curriculum de formation en médecine familiale au Canada. Ça vient d'une étude par Mix et collègues en 2018. Donc, 14 sur 17 des directeurs de programmes de résidence en médecine familiale avaient répondu et qui avaient relevé le 21% par rapport au curriculum en échographie ciblée. De plus, les résidents expriment un désir de recevoir cette formation. Selon Peigne et collègues, en 2019, un sondage auprès des résidents de près de 17 programmes canadiens relevait que seulement 18,4% recevaient une formation formelle en POCUS durant leur résidence, tandis que 91%, quasiment 92% même, souhaitaient en bénéficier. Par ailleurs, une tendance notable est l'augmentation du nombre des résidents débutant la formation en médecine familiale après déjà avoir reçu leur certification de praticien indépendant ou IP en anglais, offert par le Canadian Point of Care Ultrasound Society ou CPOCUS. Donc, pour combler cette lacune, cette étude visait à développer et évaluer une formation en échographie ciblée spécialement adaptée pour les résidents francophones en médecine familiale ici à l'Hôpital Montfort. Bon, alors, en développement curriculaire, on s'est basé sur le modèle de Kern pour développer une formation en échographie ciblée. On s'est vraiment ancré dans ce modèle qui est vraiment qui nous a permis d'avoir une structure qui a guidé notre démarche de conception de l'étape 1 jusqu'à l'étape 6. On va aller à la prochaine étape. Comme vous voyez, on va le repasser un petit peu. Alors, d'abord, à l'étape 1, on a vraiment, c'était vraiment sous forme d'étude pilote avec une conception de cohorte prospective avant-après. On a suivi la même cohorte, ciblant les résidents en médecine familiale à l'hôpital. L'évaluation du programme s'est appuyée sur des tests de connaissances à choix multiples et des questionnaires d'acceptabilité analysés via des tests à parier. On va en revenir après. D'abord, pour identifier nos besoins généraux, on a défini vraiment le groupe d'experts ou le groupe d'auteurs avec l'appui d'étudiants et de résidents. On a quand même défini les compétences de base requises en échographie ciblée par rapport à une revue exhaustive de la littérature. Alors, on a mené une revue de la littérature, on a tiré les points saillants pour la médecine familiale et on a vraiment tenté de voir exactement qu'est-ce qu'on avait besoin dans ce curriculum. Alors, à l'étape 2,
C'était quoi les besoins spécifiques de les apprenants? On a mené des groupes de discussion avec des médecins de famille ainsi qu'avec des résidents qui précisaient d'ailleurs les attentes particulières et leurs besoins permettant d'ajuster le programme d'enseignement en conséquence, un peu comme un tailor-made approach. On va passer à l'étape 3. En termes spécifiquement du développement d'objectifs d'apprentissage, c'est encore une fois établi par l'équipe sous forme de consensus, en collaboration des experts en échographie ciblée et d'autre part en éducation médicale. On les a alignés un peu avec les critères de pertinence clinique et une complexité adaptée. On s'entend que c'était une formation débutante, on n'était pas pour avoir les scans les plus complets. Et tout. Alors, on va repasser les composants du curriculum par après et les objectifs, mais on les a alignés pour que ce soit quand même quelque chose qui est atteignable, pour quelque chose qui n'est pas trop complexe. On va passer à la prochaine étape. Alors, en termes de méthodo, conception des méthodes et des techniques d'apprentissage et des résultats d'apprentissage aussi, on les a repartis sur les 2 demi-journées académiques. Alors, 7 heures en tout, une session de 4 heures, une session de 3 heures, surtout basée sur des principes d'éducation expérientielle et socio-constructivistes pour vraiment engager activement l'apprenant dans leur apprentissage. Il y avait des sessions théoriques, il y avait des sessions pratiques, il y avait un peu de classe inversée, des tâches préparatoires aussi, ainsi qu'avec des patients simulés. Alors, soit des bénévoles de l'Hôpital Montfort, on avait aussi des étudiants en médecine qui se sont portés bénévoles pour venir nous aider. On a vraiment mis l'accent sur des applications d'enseignement assez spécifiques, choisissent particulièrement pour leur efficacité démontrer leur pertinence dans le contexte clinique actuel. Alors, la mise en œuvre, c'est certain qu'il y a beaucoup de, comme on dirait en anglais, there's a lot of moving parts. OK, on a les patients, on a les équipements, on a les salles et tout. C'est quelque chose qui est quand même, ça gruge à la fois par moment assez de ressources aussi. Alors, on était très choyés d'avoir l'administration et l'appui de les coordonnatrices de site à Montfort. Les instructeurs ont géré de façon proactive aussi l'enseignement, que ce soit l'obtention de sondes ou de machines POCUS, soit de l'industrie, du laboratoire de simulation, de l'urgence, de l'Institut de Savoir Montfort et quoi que ce soit. Les techniciens aussi nous ont grandement aidés. Tout ce qui est matériel est venu de l'hôpital. On parle de civières, gel ultrason, draps, jaquettes, etc. On voulait vraiment que ce soit un environnement d'apprentissage quand même favorable, décontracté aussi, quand même avec un bon ratio de précepteurs à résidents. On avait 7 formateurs un jour et 8 formateurs l'autre jour pour à peu près 25 à 26 résidents. Donc, le ratio était quand même bien pour permettre de faire beaucoup de scans, beaucoup d'expositions. Et dans le fond, on a mesuré l'efficacité de la formation par des tests de connaissances et des questionnaires d'activité pour évaluer et mieux affiner notre curriculum. Alors, je passe la parole à Pierre-Marc qui va repasser un petit peu notre curriculum. Merci. Et puis, justement, en parlant d'instructeurs, on a eu, juste pour un peu reconnaître ceux qui étaient là pour nous aider, dont je crois qu'il fait partie un peu de l'audience aujourd'hui, Dr. Jason Trikovic, qui faisait partie un peu de nos experts et de nos instructeurs en échographie ciblée là, qui est venu nous aider durant les jours de formation. Donc, c'était vraiment un effort, non seulement dans le département de médecine familiale, mais aussi un effort multidisciplinaire là, dont vous avez vu avec les co-auteurs qui faisaient partie de ce projet-ci. Donc, en termes de formation en échographie ciblée, c'est sûr qu'on n'a pas réinventé la roue. Parmi les discussions qu'on a eues avec nos experts en échographie ciblée, nos résidents, nos étudiants, et puis au niveau de la littérature, on a décidé de faire
un curriculum qui était quand même assez compréhensif, ciblé pour la médecine familiale, donc on voulait que ce soit utile, puis ça donnait une bonne formation de base. Donc, comme docteur de Laplante avait mentionné, c'était une formation plus introductoire pour pouvoir familiariser ceux qui étaient peut-être moins familiers avec l'échographie ciblée, et puis à leur donner un peu un avant-goût là, de ce qu'une formation plus longitudinale future aurait de l'air au niveau du volet Montfort. Donc, la première partie de la formation du curriculum, c'était vraiment une partie introductoire par rapport à c'est quoi l'échographie ciblée, dont la physique, les images, les transducteurs, excuse, parce que ça varie de technologie en technologie. Si on utilise une échographie plus traditionnelle avec des cristaux ou, dans le fond, là, un transducteur qu'on plug dans un téléphone là, qui est basé plus sur une puce que des cristaux. L'orientation par rapport aux images, l'optimisation d'images, donc très, très axé là, sur l'acquisition des images et l'optimisation, les techniques de balayage, les modes, les applications et la documentation, là, qu'on va en parler un peu plus tard là, par rapport à son importance, tant au niveau éducation médicale, mais aussi au niveau médico-légal. La deuxième partie de la formation, mais là, c'était vraiment axé sur l'application ou les applications plus spécifiques, pertinentes en médecine familiale. Donc, on parlait de dépistage de AAA ou de la démérisse de la aorte abdominale, des applications cardiaques de base, dont justement, juste évaluer de façon grossière là, le dysfonctionnement systolique là, de la ventricule gauche, par exemple, la détection de thrombose veineuse profonde, des applications pulmonaires telles que la détection là, de pneumothorax ou même d'un épanchement pleural. Et puis ça, dans le fond, l'approche, c'était vraiment l'acquisition d'images, mais aussi l'utilisation dichotomique de questions oui-non. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un pneumothorax, oui ou non, pour encore simplifier l'application et puis donner la base au niveau diagnostic là, dans l'interprétation des images. Et on a aussi là, parlé d'applications musculo-squelettiques, par exemple, s'il y avait une fracture, oui ou non, infection de la peau, des tissus mous, et finalement urologique, là, dans le cas de soit là, voir s'il y a une hydronéphrose là, ou des signes de néphrolithiase. Donc, en termes de résultats, c'est sûr que c'est un projet pilote avec un échantillon relativement petit. Donc, on avait 20 résidents francophones en médecine familiale qui ont participé à cette étude. 18 d'entre eux ont complété le test pré-intervention, ce qui représentait un taux de réponse de 90 12 résidents ont participé au test post-intervention. Donc, c'est pour ça que notre échantillon rapetissait à toutes les fois qu'on faisait un test là, dans nos étapes. Puis ça représentait un taux de réponse d'environ 67 Le score moyen pré-intervention en termes de connaissances était de 63 et le score moyen au test post-intervention parmi ceux qui ont fait les deux tests avait quand même augmenté de façon significative pour atteindre 76,7 avec une valeur de P qui était sous le seuil de 0,05. Encore une fois, la bémol avec ça, c'était la grandeur d'échantillon. Le temps écoulé entre le pré et le post-test était d'environ 45 jours parce qu'on avait, la formation a été distribuée sur 2 journées académiques, donc celle en juillet et puis une autre en août 2023. Et il y avait environ 45 jours entre ces deux formations-là. Après la formation, 75 des participants ont jugé le programme tout à fait acceptable et 92 ont beaucoup apprécié la formation. En termes de confiance dans l'utilisation d'échographie ciblée, la majorité se sentait confiant ou même très confiant. On avait planifié un test de connaissance à 90 jours ainsi qu'un questionnaire d'acceptabilité. Dans le protocole initial, cependant, le taux de participation était tellement bas que finalement, on a laissé faire parce que il n'y aurait pas vraiment de valeur en termes d'évaluation du programme en soi, là. Ça faisait évidemment partie de nos limitations en termes dans un contexte de l'étude en soi. Et puis, dans les prochaines étapes, là, ça va faire un partie aussi de nos considérations pour essayer d'optimiser le taux de participation afin d'avoir vraiment là, des mesures de rétention, soit au niveau connaissance, mais aussi, au niveau aussi application dans l'utilisation de l'échographie ciblée par rapport aux résultats. Je sais, ouais. Parfait. Alors, en termes de discussion, comme Pierre-Marc a dit, c'était une étude pilote. Je crois qu'on a quand même démontré qu'il y avait eu un impact positif tant au niveau des connaissances, la confiance de nos résidents.
L'augmentation de score test post-formation, les retours positifs sur l'acceptabilité attestent quand même de notre efficacité. C'est prometteuse, j'espère, pour une intégration future dans le curriculum du programme de résidence en médecine familiale à l'Hôpital Montfort. On a quand même nos limites, comme Pierre-Marc a dit. On a faible taux de réponse, une seule institution, la même cohorte dans le temps. Ça peut quand même limiter notre on peut moins généraliser nos résultats. Est-ce que c'est vraiment représentatif sur l'échantillon? On pourrait avoir un impact sur ça. Dans le fond, plan pour futur, en recommandation, ça serait important de potentiellement faire des études longitudinales futures pour avoir un plus grand nombre d'institutions ou multisites au travers du programme de médecine familiale à l'Université d'Ottawa, pour avoir plus de participants. Et ça serait important aussi d'évaluer à long terme, itératif, pour voir vraiment la rétention et intégrer, voir si c'est à la pratique clinique. Ça nous permettrait de mieux comprendre est-ce qu'on prend nos formations, est-ce qu'on peut influencer la qualité de soins aux patients sur le long terme. Et d'ailleurs aussi, ça nous permettrait de recueillir des données quand même assez précieuses sur l'amélioration continue des programmes. Je pense à un programme de formation ou même d'un point de vue FMC ou CPD, d'un point de vue départemental ou universitaire. C'est quelque chose qu'on veut continuellement réviser. Alors, en termes de leçons apprises et prochaines étapes, alors notre étape 6 du modèle de Kern, c'est évaluation rétroaction. Encore une fois, ça a été nécessaire d'engager les leaders d'un point de vue institutionnel, on parle spécifiquement de l'Hôpital Montfort, et de retrouver nos experts et de les identifier. Ils jouaient vraiment un rôle essentiel dans la phase pilote, avec le soutien et aussi était capable de vraiment mieux nous guider et de recruter une forme boule de neige pour avoir les autres formateurs et les gens pour pouvoir être intégrés. Ils nous ont permis d'aligner les objectifs. Alors ça, c'est super important. Le système d'archivage, on n'en parlera pas longuement, mais d'un point de vue médico-légal et aussi d'un point de vue assurer la qualité, c'est quand même important d'avoir un système d'archivage aussi. Dans un monde idéal, les résidents pourraient avoir accès à une machine, enregistrer des images et de façon asynchrone, un patron, un expert en focus pourrait les réviser, donner une rétroaction. On a vraiment besoin de former et d'augmenter la capacité, la compétence des instructeurs. C'est vraiment au cœur de la qualité de l'enseignement. Le développement continu, la FMC permet d'assurer qu'on a un bassin d'instructeurs prêts à faire la formation. C'est probablement aussi de vraiment impliquer notre communauté multidisciplinaire, que ce soit quelqu'un comme Pierre-Marc qui a fait une carrière en tant qu'infirmier, qui a des intérêts aussi en simulation. Natacha, une de les résidentes, elle avait déjà son cours IP, donc elle était une de nos formatrices ou nos instructeurs pour le cours. Alors, on a vraiment ces peer-to-peer aussi. Et on a aussi besoin, dans le futur, d'élaborer un plan de recherche plus à long terme pour répondre à nos questions. Bref, on a quand même tiré certaines leçons. Ça peut guider l'intégration future et on peut aligner, j'espère, le programme offert à nos résidents à l'Hôpital Montfort avec les besoins actuels et futurs de la médecine familiale. On planifie déjà l'étape numéro 2 cette année pour les résidents. Et voilà. Alors, je crois qu'on tire à notre fin de notre temps. On a 5 minutes pour des questions, s'il y en a. Merci beaucoup. Très bien, Stefan et Pierre-Marc. C'est bon présentation, c'est bon programme. I'll open up the floor to questions and comments. Sharon.
Oui, merci. Désolée que je suis arrivée en retard. Stéphane, Pierre-Marc, je voulais savoir si vous consentez les patients pour garder les images et peut-être sans informations qui les identifieraient, mais de créer une banque de données pour l'apprentissage et révision à la fin de l'année en termes de outcomes. C'est vraiment une excellente question. Nous n'avons pas archivé d'images pour cette étude. Alors, les images étaient in real time, temps réel. Dans un monde idéal, il y aurait, oui, un consentement avec le patient pour acquisition d'images. On met dans la banque de façon désidentifiée ou on le met dans le dossier du patient. Par exemple, on est au bureau, on veut éliminer une pneumonie ou quoi que ce soit, on drag and drop dans le dossier comme qu'on fait avec une photo, quoi que ce soit. Et ça permettrait aussi de façon asynchrone. On n'est pas rendu là. Je pense qu'on est en discussion d'un point de vue institutionnel pour avoir ce fameux système d'archivage. To be continued. Je pense que c'est là aussi l'importance de la communauté multidisciplinaire interdépartementale. C'est des systèmes qui existent déjà, même ici à Ottawa. Des pionniers dans le monde du POCUS, dont le département de médecine d'urgence à l'Hôpital d'Ottawa et maintenant même le département de médecine interne, spécifiquement le médecine interne générale, ont eu quand même des personnes clés là, qui ont pu établir des programmes qui leur permettent de bâtir des banques d'images à travers leur système d'archivage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment l'importance, comme le docteur de Laplante soulignait, là, d'avoir un buy-in au niveau du leadership pour pouvoir vraiment pousser l'agenda et développer le programme, avoir vraiment une implémentation au niveau institution qui va pouvoir nous permettre là, de développer des curriculums beaucoup plus robustes puis longitudinales là, pour les résidents. Non seulement les résidents, mais aussi les patrons là, qui veulent s'impliquer puis commencer à utiliser l'échographie ciblée là, dans leur pratique là, quotidienne. Félicitations, excellente présentation. Puis j'aime beaucoup le modèle de Kern, là, qui est la base de tout en éducation. Je voulais juste demander le niveau de connaissance au début à 63%. Moi, je ne connais pas grand-chose au POCUS, mais ça me semblait élevé. Puis je me demandais si c'était peut-être à cause de ça qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux tests. Un peu comme on disait, on a quand même vu dans nos observations, c'est que maintenant, il y a des curriculums, surtout au niveau éducation médicale au premier cycle. Donc, c'est sûr que les nouveaux résidents sont déjà exposés à l'échographie ciblée dès le début de leur carrière en médecine. Et puis, nous, ce qu'on a fait, encore une fois, pour éviter la duplication d'efforts, Dr. Nicolas Chagnon, qui faisait partie de nos collègues sur ce projet, lui était très impliqué au niveau UGMI. Et puis, on a utilisé ces images et quelques de ces questions là, pour pouvoir un peu faire le pré-post-test en termes de connaissances. Et puis, ça combiné avec le fait que les étudiants ou les résidents, devrais-je dire, étaient déjà exposés à l'échographie ciblée, pourrait expliquer là, en partie le résultat qu'on a eu au niveau pré-intervention. Nous autres, c'était juste pour donner vraiment, voir le delta, là, voir si vraiment il y avait un apprentissage qui se faisait au niveau connaissances. Mais idéalement, là, dans un monde parfait, puis dans les prochaines étapes, c'est d'avoir un Écosse, donc qui est basé non seulement sur les connaissances, mais aussi l'application, donc la compétence physique d'acquérir l'image, mais aussi de l'interpréter. Puis je pense que ça va faire partie là, des prochaines étapes là, au-delà du projet pilote. Oui, bonjour tout le monde. Alors, félicitations, c'est un très bon projet. Je suis la directrice du département de la médecine familiale. Alors, leadership est là. On est là pour supporter. Et de mon part, c'est la question de faire la connexion. Alors, je sais que Jason est ici déjà parti, vous travaillez ensemble, Jason avec Stefan et tout ça. Mais aussi, on a le groupe à Winchester avec Adam Delacour. Et puis, pour la question du archiving et aussi enseignement, j'avais pensé qu'à Winchester, ils ont essayé avec une software logiciel pour faire tout ça et puis après avoir asynchronous système pour faire une évaluation. Alors, au point de vue de mon intérêt department-wide, ça, c'est le type de choses que, bon, on pourrait faire
investissement pour avoir un programme comme ça disponible peut-être pour tout le monde. Et aussi, Pierre-Marc, comme vous avez dit, il y a les autres programmes dans la faculté de médecine qui ont déjà investi et ils ont des différentes ressources. Alors, c'est une question pour moi de maintenant faire toutes les connexions ensemble. Et puis, l'autre chose est aussi de penser à le programme au point de vue du développement pour la faculté. Alors, d'avoir un programme encore qui est offert pour les précepteurs pour faire ça. Parce que moi, comme Cleo, j'ai très, très peu de connaissances dans POCUS et si on a des étudiantes et tout ça, on a besoin de faire un peu de catch-up. Au point de vue, la dernière chose que je dirais au point de vue de recherche, c'est que je pense que Denise est ici comme la directrice du curriculum, Dr. Lewis, et puis c'est un point de voir. Alors, c'est quoi les différents cas où on devrait, c'est quoi les applications dans la médecine familiale? Ça, je pense que ça, c'est pas, it's not determined yet. Alors, on a du travail à faire pour regarder c'est quoi, comment est-ce qu'on peut utiliser dans la médecine familiale et aussi au point de vue du safety pour les patients. Et si on a un archive des cas, là, il y a des intéressants projets qu'on pourrait faire to link prospectivement ou même retrospectively pour voir qu'est-ce qui arrive si on utilise un point of care ultrasound au point de vue du qualité du soin. Alors, excellent travail. Merci beaucoup. Et comme Cleo disait, j'avais aimé beaucoup le modèle CALM. C'est un très bon exemple pour tout le monde d'autre sur l'appel pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser des méthodes dans le domaine éducation pour faire les projets comme ça et des bonnes évaluations. Merci. Merci, Claire. Merci, Stefan and Pierre-Marc. We'll move to our second presenter now, and that's Dr. Cleo Maverplis. Cleo's been practicing family medicine for 40 years and occupied several teaching roles within our department and also with McGill University. Her passions include preventative care and providing equitable access to care. She's published on these topics and has most recently created an app to fill the gap. And it's free, it's evidence-based, it's a web app, and I'll put a link to it in the chat in just a moment. It's called Icanbewell, and it's in both English and French. And it aims to help with the urgent needs of the current health crisis, actually in two ways: empowering patients to take charge of their health and facilitating preventative care for busy clinicians. So there's a QR code if you want to scan it. If you want to follow along, this is the landing page. Yes, I've just been working. This has been my passion for the last 4 or 5 years. It was kind of dormant during the pandemic, but I've always been interested in prevention and taught and published on prevention since many, many years. I was also leader of a lifestyle clinic at Primrose and Briere with a nurse practitioner and a team. So I'm really interested in that aspect of health. So, and with the crisis, become interested in access. So just to say I have no conflict of interest, this is not a company, there's nothing for gain, it's all free. And I did receive, thanks to the Department of Family Medicine, a prime grant in the early years to start this, and with the Faculty of Engineering U Ottawa. And the Faculty of Engineering U Ottawa has been wonderful with their students. We meet weekly for the last 4 or 5 years. They had an NSERC grant for smartphone health applications. So the objectives today are to describe it and what it does. Icanbewell est aussi en français, Choixsante, comme vous voyez, Choixsante.ca. On a plusieurs photos pour essayer de voir que les gens puissent s'identifier
à l'information, que l'information est pour tous les âges, tous les genres. Et puis, comme je suis bilingue, c'est très important pour moi. So discuss the usefulness for providers and patients, unattached and attached, and increase users. So that's the main goal right now is to increase the users, because during the pandemic, people were focused on other things. So now we're more used to digital health. It's time to get it out and expand it. So just to say that it is endorsed by the College of Family Physicians and it's on their website. So I'm very grateful for that. And this is just a bit of history. And some people on this call have been to other presentations that I've done. So sorry for the repetition, but basically it all started, I mean, many years ago with teaching prevention, and then a review article that I did with my nurse practitioner colleagues. And we were asked by readers to create an app so the recommendations and guidelines could be updated. And they also wanted a tool to educate the public. And more recently, I've been asked by many people, public and providers, to add resources for to help with the health crisis and unattached patients. And so right now, I'm lucky to have some money to analyze feedback on the app. I have a summer medical student, a lovely medical student who is going to help us analyze feedback. So we need lots of users. So anybody can help with getting this app out, that would be great. So I'll just give you a few examples of how it could be used. So basically, say Rose, who's 51, phones your receptionist and says, you know, I want a bone density. I don't drink milk. I've read about osteoporosis on the internet, and you see from, or you know her, that she doesn't have any risk factors for osteoporosis, but you know, she wants that test. As we all know, people nowadays have researched and want their tests. So, you know, your staff could direct her to Icanbewell, and I'll show you what information she could see. And then, you know, then you could have a briefer visit with her, because she would have seen some information. And when you see official information, it helps a bit to get your point across. So this is our choose page once you get into the app. So she would choose female. We have sex assigned at birth and gender because as I was saying to Stefan de Laplante, his resident a few years ago did the literature review for gender diverse prevention. So we have that on the choose page because that was necessary. And so you can choose to be a member of the public or a health professional and enter your age. So she would land on the body, and there's different things to click on so people can learn about what body parts and what's available. And so this is the body, and the bone is down here for osteoporosis. But also if you go to topics, then you get, you know, the top topics. Check your symptoms and no family doctor. Just because it's with engineering students, it kind of ended up there, but it's going to be moved. So normally this is the top 10 preventive topics. And here we have bone health. And so I'll show you what she would see, but I just wanted to say also there is a feedback button now, so people can give us feedback. So if you go on the app, we would love your feedback. So this is the patient version. This is the provider version. And as some of you may know, the whole osteoporosis landscape has changed in the last year or so. So for women for anybody under 65, it's not recommended unless there's risk factors. So she could click to find out if she has risk factors, and there's the calculator. And there's also a Choosing Wisely handout that explains why bone densities without risk factors and below a certain age aren't necessary. And then for us providers, I keep up to date all the guidelines. So you can choose. I like to put all the guidelines so that people can decide which one is for them. So there's Canadian Task Force and Osteoporosis Canada. And, you know, patients can look at the provider and vice versa. So this is another one. So if your patient under 30 sees you for a brief problem, would you suggest screening for GC chlamydia if they're sexually active? So, you know, right now, if we're all busy, if you have a brief problem, you might not want to spend more time. But if you think of this,
recommendations, are the official recommendations that you should only do if there are multiple partners, only a female, for everybody under 30. So I think a lot of people don't know that the Canadian Task Force, which is usually very conservative, came out with a recommendation during the pandemic that nobody seems to know about, that really everybody should be screened annually if they're sexually active under 30. This is their infographic. Now, I know we're not going to call in everybody annually, but at least if we see them opportunistically, that's something that has evidence to it. So also with some input from Laura Muldoon and other people from the department, I was asked to, about social determinants of health and social prescribing. So I've been to a few talks and conferences, and people in that field use 211. And so if, say, this is the postal code for Primrose, if somebody comes in and our social worker is too busy, or you're in an office without a social worker, which is the case for most people in the community, you can just put in the postal code and find the closest food banks. And there's other resources on 211. So thanks again to this past resident, Marie-Eve Yapez, who did the lit review for this, but we have recommendations for preventive health for gender diverse populations. So Rick, if he comes in, we're not always up to date on all the things that are needed. So if Rick comes in and he hasn't been in for 3 years and you're wondering what he needs, you can pull up the top issues, see about chest cancer, because we don't want to call it breast cancer because of, female terms might cause gender dysphoria. But the thing that has always been important is also that they need, if the uterus has not been removed, you need pap tests, and how to make the pap test more comfortable. So that has been useful. I know for me, because I had a bad experience many years ago before any of this information was out there about trying to do a speculum exam. So something we encounter often is about people asking for the PSA. And if somebody comes in, you could, before or after your visit, get them to look at these resources. So these are the 3 resources in yellow here. And one of them is a video by JAMA, which is geared towards patients and has, I like this picture because it sort of shows the disadvantages and the advantages. Now, it is 2018, so there is a newer one with the Canadian Urological Association, but again, by specialists, so maybe, a bit skewed towards screening, but everything is there. And also, just to say that I've mentioned that even in the urological one, there's 67% of overdiagnosis they mention. So I put a lot of patient questionnaires. You could get people to do this before or after a visit. So the peer cardiovascular risk with the happy faces, diabetes, the IBIS, I hope I'm pronouncing it properly, breast cancer risk tool. So this is very interesting because people are very concerned now. So people can calculate their risk for breast cancer, and if they're high risk, that will flag them, and we can shunt them or refer them for high risk if they qualify screening. And so I've put a lot of interactive tools. So also, thanks to some residents, I've got different resources for sleep. If you're having trouble convincing people that they don't need sleeping pills, you can get them to watch these videos and go to My Sleep Well, and exercise is important. There's good handouts. So just to make sure we're talking a bit about the more recent additions. So that was all about prevention for you and your patients. But if a neighbor asks you what to do, as all my neighbors have been asking me, my doctor just retired, what do I do? Doesn't seem to be a lot of information out there. So, this is not magic. It will not replace a family doctor, but I have scoured for information. And so we have 2 buttons on the landing page. So no family doctor and check your symptoms. And I've discussed with Liz Mugga at Ontario Health. So, there's 2
problems usually if people are talking to you. They don't have a family doctor, they have a health problem now, and they want to find a healthcare provider. So first for the health problem, so 811 has evolved quite a bit, and I'll show you a bit about the symptom checkers. But also, a lot of people are not aware. You know, my neighbors have been paying to see private people, but a nurse practitioner, but you can connect through 811 if you need something more than RN advice with a nurse practitioner. So there is OHIP covered virtual nurse practitioner urgent care throughout Ontario, but you have to go through 811. I have found this link for our area where you could book directly. So that's available. And then for symptoms, I guess one of the things is that a lot of our patients are Googling their symptoms, and especially, you know, everybody uses the internet. Well, why not use these symptom checkers that have been vetted by the provinces? So this is the Ontario one, which is powered by AI, and ADA is a German company and was on the cover of The Economist recently as one of the biggest health AI companies. So that's the Ontario one. It asks you questions. This is New Brunswick. I've put it because it's the bilingual one. These ones, New Brunswick, BC, are by HealthWise. And so, you know, they're not perfect, but it's something. So I'm just going to finish by saying my number one goal is to expand the use of the app. And I would love in the question period to hear any suggestions or ideas of how to use that. I really would love to get more users so we could get feedback and improve the app. So we could use users as providers and their staff. So if you see any way to use it with your staff, we are talking at Primrose and Briere of trying to integrate it into Ocean and the EMR. As you know, EMRs are not easy to integrate into, but that's one thing we're going to look at, and I can report back. This is a poster that we're going to put in the waiting rooms at Primrose and Briere. I'll have a French one. And then, so for patients, you know, if you are sending out newsletters, if you're messaging, if you know of community groups, you know, the media, social media, we have a LinkedIn site for Icanbewell. You can look it up and follow us. But so that's my goal. So, and if ever you need this, this is for students. This is all the ages and stuff about prevention. So thank you. And I look forward to any questions or suggestions. Merci, Cleo. Wonderful presentation. I mean, I've seen a number now on that you've done on the app, and each one is progressively refined, and the number of resources that you're able to show now, you know, it's really quite impressive. Thank you. So hopefully this will again continue to grow. So you already have impact, and you're getting even more. So I'll turn it over now for others for questions. And I see Jason's got his hand up. So go ahead, Jason. What an amazing resource, and it's just I didn't know about it. I think I've probably listened to some. And with all that said, if you were to think about kind of friction points and the greatest friction points to its use, what do you think it is? Is it in that kind of patient kind of side? So I guess up front, knowing about the app, is it about using the app, coordinate? Because a lot of information that's usable and very useful to us, but I think about it being a little overwhelming to a patient sometimes, maybe going through some of those things. And then I think about the other friction point is after they go through all this and they have something, how do we act on all of it as a physician, right? So just interested what you think, if you were to distill it down to a couple of friction points that are really preventing its kind of widespread use, what you think those would be. Yes, so thanks. That's absolutely where I'm at the friction points. So I think somebody told me, how do you make it sticky? How do you make people come back to it? Because yes, it's a lot to absorb in one go. So first to answer the patient question, then the provider question. So I think, you know, I've thought, I'm not a big social media person, but I've thought of doing a YouTube channel and sort of, you know, doing little
posts and lessons about, here, look at this for sleep, or here, look at this. So, and this new guideline came out. That would take some time to set that up and do that. But yeah, so we tried a media release in February with U Ottawa. We got a whole bunch of users and then it fell off. But it was a big week in news. So we didn't get out. So I'm going to try again, but it's how to make it sticky. And there's a privacy issue. So I'm doing this with students. So normally if people could save and we could message them, there's something new. If we got funding, like a lot of funding, we could do that with a software company. So that's one thing. And for the providers, it's overwhelming, but I think I would take like one or two things at a time. I think it's a lot. But I think if there's, whatever's the most urgent for screening, to discuss that, and then the next thing, like if there's some resources for sleep and mental health like that, send the patient to that, message them, look at it, and then, come back. So at least it saves you time by educating them. I see Claire's posting a lot of stuff, lots of parallels. Paul is saying, what about Instagram? And ICES has an excellent site. Okay. That's an idea. Lots of parallels here with decision support. How are those disseminated? Can you age segment it, filter for life stages? So we have an age segment, but when you enter your age, you get all the recommendations for your age. Sorry, I should let other people talk. I was looking at the chat. Sorry, Cleo, just before Leah and Paul jump in, there was a note actually related to your comment around new guidelines coming out. And there was a question in the chat just about how often it gets updated, the app, and what your process is there. Yes, so I'm a prevention junkie, so I scour the internet continuously. It depends on the guideline. I mean, usually I'm updating it every 2 months, but a guideline, sometimes it takes 6 months, but that would be the longest. So, usually every 2. Great, thank you. Go ahead, Leah. Hello, this is really, really cool project. I'm really impressed. Thank you for going through all of this and putting it in a central place. It's awesome. I'm thinking from the provider perspective. We are all feeling like anything that makes our life easier is worth our time. So I think that for provider uptake, you have to sell it in a way of how does this save people's time? So when I'm looking through your site and I'm seeing links, links to that cardiovascular risk happy face thing, or patient handout link, or all of that kind of stuff, I'm thinking this is fantastic. This is one website, I just have it opened on my thing and all the handouts are there. Oh, the sleep handout, this handout. So I think from selling to providers, making sure it's easy to use and that there's easy to draw and distribute stuff, even from the website in a clinical setting, that could help uptake. And then once you have providers using it, then they're showing their patients, and then it's more publicized from the provider standpoint towards the patient. I have no comment on the TikTok stuff. That's Dr. Turley expertise. I'm not with it. But this is really great. Good job. Thank you. Yeah, so I'll take that lesson back that, people could have it out and for handouts and publicize it for handouts. I would have to defer to Dr. Turley on TikTok as well. But I'll say this. I mean, I used this with a patient yesterday. And I think it's a great tool. And thank you so much for this excellent presentation. But what I was trying to rack my brains about where I could get that American video on the prostate cancer screening. And I just opened your app and I sort of played around with it until I found it. And then we watched it together on my phone. And at the end of it, the patient said, yeah, I don't think I want to get PSA testing. So I just think it's kind of like a centralized repository. It's updated, it's patient friendly, and it's user friendly. I think the other low hanging fruit is maybe put a poster up in the clinic there with the QR code and just let patients explore it. I think it's going to take time, but it's super important.
Oh, thank you for that, Paul. That's really good. Yeah, the prostate is a bit buried, so we can talk about making it more obvious. Yeah. Yes, I see Anna's comment about a good link to Champlain Screening Outreach Program. I was thinking of that. So the app is supposed to be pan-Canadian, but so that's my issue. So if I could, but I would like to do that for sure. Thanks, Anna. Any other questions, comments for Cleo? Yes. So it's a fantastic presentation. Yeah. It sounds like it'll be incredibly useful. You mentioned something just in passing about privacy concerns, and I was hoping you could elaborate on that, please. Sure. When I saw your name, Peggy, I thought, oh, we should put a whole bunch of stuff about sexual health on there. But sorry, to answer your question, so privacy, it's very, very, very private because I'm terrified of when I had to actually put it out on the internet after we built it. So we actually have a lawyer go through everything. So we do not collect anybody's IP address. So there is a cookie that's placed, if I understand this, the tech people tell me, so that if you come back to it, you know, it'll open what you opened. So the age and gender combination, but we cannot collect any information for you. We don't know, you know, who you are, your IP address. We can look at the analytics of how many people have clicked on what for how long. And so that's very useful, but nothing else is collected. That is absolutely amazing. And that's what I needed to hear so I can send my patients there. And if I can help out in any way with materials on sexual health, please, I would be delighted to collaborate. Okay, thank you, Peggy. I'd love to do that. That's great. I've been asked for menopause by my neighbors too. So yeah, there's lots to go on there. That's great. Thank you so much. Thank you. So thank you, everybody. If you can use it, send it out. If you want posters or pictures for your TVs in your waiting room, just email me, cmavriplis@briere.org or cmavripple, just the L, at uottawa.ca, because I have a sister also at UOttawa. Super. I'd like to take this moment to thank all three speakers, Stefan, Pierre-Marc, and Cleo. Two wonderful presentations. Thank you all so much. Just a reminder too that the Grand Rounds is an accredited program, so please do fill in those evaluations that Mia posted in the chat, and we hope to see you next month before we break for the summer. So June 27th, hope to see you there. Have a great day, everyone. Thanks for attending.